J'aurais envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à se demander quand est-ce que j'ai senti que j'avais l'espace de participer. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de me sentir incluse à ce moment-là. Quand je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 60 ans. Musique douce et verre en main, on nous fera bientôt admettre que le travail est un plaisir. Inspiration collective, c'est un podcast pour inspirer et s'inspirer en équipe. Chaque mois, retrouvez en alternance une méditation collective et une inspiration pour collaborer différemment en équipe. Je vous souhaite de belles inspirations collectives. Aujourd'hui, je reçois Célia David-Mauduit. Célia, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du DU Intelligence Collective et depuis, nous continuons à collaborer ensemble, notamment dans le cadre des groupes d'échange de pratiques que nous co-facilitons ensemble et aussi nous co-concevons certaines réunions, certains séminaires ensemble. Alors Célia, aujourd'hui, est-ce que avant de commencer, tu pourrais te présenter et nous dire d'où tu parles ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Célia David-Mauduit, je suis facilitatrice de l'intelligence collective. J'accompagne les équipes, les organisations à s'écouter vraiment, dialoguer, faire émerger des idées, des solutions, décider et agir ensemble. Ça permet par exemple, selon les besoins du collectif, de fédérer autour d'une vision commune, d'apaiser des tensions ou de transformer les manières de coopérer des personnes qui composent le collectif. J'ai cofondé l'agence Est-Ouest avec Stéphanie Kant, qui est facilitatrice aussi. Ok, super, merci. Célia, aujourd'hui, j'ai fait appel à toi pour partager autour du sujet de l'inclusion. L'inclusion, c'est un sujet qui me touche beaucoup puisque c'est aussi l'autre partie de ma vie dans mon métier de conseillère en emploi accompagné. Je touche beaucoup à cette question de l'inclusion et il se trouve que l'inclusion, c'est une dynamique qui est tout à fait en lien aussi avec l'équipe et la facilitation d'intelligence collective. Et aujourd'hui, si j'ai fait appel à toi, c'est pour nous parler de ce sujet. Alors peut-être, quelle piste aujourd'hui tu aurais envie de partager à des équipes qui ont l'élan de renforcer leur collaboration ou d'apprendre à collaborer autrement ? Oui, je partage complètement l'idée que l'inclusion, c'est indispensable à l'émergence de l'intelligence collective parce que ça permet l'expression des différents points de vue, de la diversité des points de vue. Et du coup, la question, c'est comment permettre à chaque personne d'avoir l'espace de participer. L'espace qui peut être la disponibilité intérieure, donc la confiance, se sentir à l'aise dans le groupe, mais aussi les moyens concrets, avoir la possibilité de prendre la parole, avoir le temps de s'exprimer, etc. Donc ça va être favorisé par des processus d'intelligence collective. J'aimerais parler de 6 pratiques qui favorisent l'inclusion. Donc c'est pas une liste exhaustive de pratiques, c'est celles que moi je reconnais dans ma pratique, que je reconnais dans mes manières de faire. Donc je peux les nommer dans un premier temps, les cycler. Il y a l'idée de séquences non productives, comme l'inclusion. J'en parlerai plus en détail après peut-être. L'équivalence de la parole. L'utilisation de supports visuels et de médias d'expression adaptés et diversifiés. Le vocabulaire inclusif. La souveraineté des personnes. Et le fait de prendre soin de la dimension sensorielle. Okay. C'est un peu énigmatique peut-être comme ça, mais je vais pouvoir développer après. Ouais, trop bien, merci. Ça me rend curieuse là d'aller creuser un petit peu tout ce que tu nous as concocté sur l'inclusion. Donc j'entends que tu as 6 points à nous partager. Donc ce que je te propose peut-être, c'est qu'on puisse dérouler chacun des points et que tu puisses nous en dire un petit peu plus. Donc le premier point, je te propose de nous en parler. Je crois que tu as parlé de séquences non productives telles que l'inclusion. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, donc les séquences non productives, c'est des moments dans un temps de travail collectif où on ne travaille pas directement sur le sujet, où on va créer les conditions favorables pour travailler sur le sujet. Je prends l'exemple d'abord de la séquence d'inclusion. C'est une séquence en début de réunion ou de temps de travail collectif qui va permettre aux personnes de rentrer en contact avec le groupe,
et avec le sujet. Par exemple, ça peut être un moment où on va poser une question aux personnes, les inviter à réfléchir pour elles-mêmes et ensuite à partager. Ça peut être une question sur quel est mon état d'esprit aujourd'hui par rapport au sujet qu'on est venu traiter aujourd'hui, ou comment je me sens maintenant, ou quels seraient les besoins que je pourrais avoir là pour ce temps de travail collectif. Il y a aussi d'autres séquences non productives comme les pauses, des pauses qu'on va instituer en disant voilà, là on part en pause, on va boire un café, on va faire un tour dehors, mais ça peut être aussi des pauses de silence pour pouvoir intégrer, décanter, réfléchir à ce qui vient d'être dit. Il y a au retour de pause, il peut y avoir des remises en énergie pour pouvoir s'étirer, détendre ou réactiver le corps. Et puis, on va avoir aussi la déclusion, qui est un petit peu le miroir de l'inclusion, qui est un temps de clôture à la fin du temps collectif, pour revenir à soi, remettre en perspective ce qu'on aura vécu pendant ce temps, éventuellement dire avec quoi on repart, ou se dire au revoir. Ok, merci. Bon, déjà, du coup, dans cette première piste, tu partages différents moments, finalement, qui peuvent un peu s'échelonner, du coup, dans un temps, par exemple, un temps de réunion, une journée. Donc, tu nous as parlé de ces temps de début, ces temps de fin, et puis au milieu, pause, et puis remise en énergie. Est-ce que c'est bien ça? Et tu nous disais que c'était aussi, voilà, l'élan de ces temps-là, c'est de se relier aux personnes, de se relier au sujet et aussi voilà, de déposer, de faire du lien avec le corps, d'être dans l'espace-temps. Est-ce que tu peux peut-être un peu clarifier voilà, l'intention de faire un temps d'inclusion? Ouais, c'est ça. Les séquences d'inclusion, c'est vraiment d'arriver, quoi, de se sentir accueilli dans le groupe, de se connecter au sujet, au groupe, de laisser peut-être de côté aussi ce qui pourrait nous parasiter. Donc c'est de se recentrer pour se mettre au service de ce qu'on a à faire collectivement. Et puis les pauses, c'est des manières d'intégrer ce qui a été dit, de peut-être laisser décanter, faire émerger de nouvelles idées, et puis de prendre aussi un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de vivre et de faire un peu de méta, c'est-à-dire s'observer un peu faire. Ça peut être une occasion, une pause, de faire ça. Ou simplement de lâcher un peu la réflexion et se laisser un peu divaguer, partir en rêverie, faire autre chose. Et ça peut permettre de retrouver de l'énergie pour ensuite se remettre au service de ce qu'on a à faire ensemble. Ça peut être une occasion, la déclusion. Ouais, ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est que finalement, ce sont des conditions qui vont être favorables au sujet qui va être abordé sur la réunion, alors même que peut-être l'une des idées reçues qui pourrait être là, c'est « Ah tiens, on n'a pas le temps », on va squeezer l'inclusion ou on va squeezer la déclusion par exemple. Ça c'est quelque chose qui pourrait être fait assez spontanément en se disant non là il faut vraiment y aller ou squeezer le temps de pause, de retour à soi. Et là ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement c'est des temps pour être plus en disponibilité aussi. Est-ce que c'est le cas? Complètement. Et si par ailleurs les temps productifs sont menés d'une manière qui permet à chacun et chacune de s'exprimer, finalement, peut-être que ça va être plus efficace ces temps-là et qu'ils auront besoin de durer moins longtemps, ces temps productifs, parce qu'il y aura tous ces autres temps non productifs autour qui mettront les gens en disponibilité. Ok, trop chouette. Eh bien merci, donc ça c'était le premier point que tu voulais nous partager. Tu avais énoncé un second point. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, c'est la notion d'équivalence de la parole. C'est l'idée d'accorder autant de valeur à la parole de chacun et chacune et de tendre vers un équilibre des temps de parole aussi. Donc il y a plusieurs manières de tendre vers cette équivalence de la parole. Il y a poser ce principe en début de réunion, par exemple, et il y a favoriser cette équivalence par des processus, par la manière dont on va prendre la parole dans le temps de travail collectif.
Donc poser le principe au début, ça veut dire par exemple qu'au départ, on va se donner des principes qui vont servir à ce que chacun et chacune soit à l'aise dans le groupe. Donc ça peut être, on appelle ça parfois un cadre ou une bulle de confort, ça peut être l'écoute attentive, l'écoute avec curiosité, sans nécessairement devoir tomber d'accord. Donc l'accueil de la diversité, l'ouverture, mais aussi l'attention au temps que je laisse aux autres. L'équivalence de la parole par des processus, ça va être par exemple, je pose une question au groupe, qui est la question centrale qu'on va traiter, laisser à chaque personne un temps de 2-3 minutes, par exemple, de réflexion individuelle préalable à toute prise de parole. Donc on va rester en silence pendant 2-3 minutes, on va réfléchir à cette question, et chacune va se faire son idée, et ensuite on pourra s'exprimer à tour de rôle, par exemple dans un tour de cercle ou un tour de table, où chaque personne va prendre la parole l'une après l'autre. Ça peut être aussi utiliser un bâton de parole pour être en conscience de qui est en train de parler et d'éviter de se couper la parole, de savoir à quel moment la personne a terminé de parler parce qu'elle rend le bâton. Et puis, même ce bâton de parole, il peut prendre la forme d'un sablier d'une minute, par exemple, ou de 2 minutes, pour que les personnes soient en conscience du temps qu'elles prennent pour s'exprimer et pour avoir, dans certains moments de la réunion, chacun et chacune le même temps de parole pour s'exprimer sur un sujet. Ok, merci. Ouais, c'est déjà très très riche encore ce deuxième point. Je vois plein de petits sous-sujets qui seraient intéressants à creuser. Mais déjà, avant cela, est-ce que tu pourrais, pour raccrocher au sujet de l'inclusion, nous dire en quoi mettre en place un cadre et une équivalence de la parole, en quoi ça va pouvoir être au service de l'inclusion de chacun et chacune? Parce que ça va permettre à chacun et chacune de se sentir accueilli dans ce qu'il ou elle va amener au groupe, va raconter. Ça va aussi permettre à chacun et chacune de ne pas être dans un stress de se dire est-ce que je vais réussir à prendre la parole, puisqu'il y a des processus qui le permettent, avec quand même la nuance de se dire si je ne veux pas m'exprimer, je peux aussi passer mon tour. Ça, c'est aussi très important de ne pas être dans l'injonction à participer absolument. Ça va aussi permettre de poser cette notion de valeur équivalente, quel que soit le statut de la personne qui parle. Donc on va tendre vers ça. On sait que, enfin, je pense en tout cas on a des biais. On va peut-être avoir tendance à accorder plus de valeur à telle ou telle personne en fonction de son statut, etc. Mais poser ce principe-là permet peut-être de se poser la question de tiens, comment est-ce que je suis en train d'écouter la personne là, est-ce que je suis influencée par ce que je sais de cette personne, par la considération que je peux avoir pour elle, par son rôle dans l'organisation, et est-ce que je pourrais m'inviter à écouter avec plus de curiosité, avec plus d'ouverture ce que dit cette personne. Ouais, c'est précieux à nouveau ce que tu racontes, parce que ce que j'entends dans ce que tu partages, c'est ce côté où, quel que soit le statut, c'est ce que tu disais en propos introductif, mais quel que soit le statut de la personne, peut-être l'expérience ou la connaissance préalable de la personne, finalement, il n'y a pas que cette personne ou ces personnes qui ont peut-être plus d'ancienneté, etc., qui vont pouvoir s'exprimer, mais chacune va avoir le même, un temps de parole équivalent. C'est bien ça ? Ouais, c'est un temps de parole et c'est aussi de la considération. Okay. Ça change beaucoup de choses. Ouais, je crois aussi, ouais. Trop chouette, merci. Après ce deuxième point, je te propose peut-être de nous partager la troisième piste que tu avais évoquée. Oui, il s'agit des supports qui soutiennent l'attention, la compréhension et l'expression. Donc ce sont des supports visuels et différents médias d'expression. En ce qui concerne l'attention, ça va être par exemple, dans le cas où on est là pour parler d'une question ou d'un sujet, d'écrire simplement ce sujet ou cette question en gros sur une feuille et
de l'afficher ou de le mettre au centre du cercle si on est en cercle, en tout cas de le rendre visible de tous et de toutes pour qu'on puisse régulièrement s'y référer et que tout le monde soit bien OK avec le fait que c'est là-dessus qu'on concentre notre attention. En ce qui concerne les supports de compréhension, ça va être par exemple représenter graphiquement le contenu des échanges en direct sur un paperboard ou dans le cas où on arrive avec des informations en début de réunion qui sont importantes, de les représenter aussi et de les rendre visibles pour tout le monde pour pouvoir réfléchir à partir de ces informations qui sont données. Et dans le cas de supports qui soutiennent l'expression, là, il s'agit plutôt des médias comme l'écriture, le dessin ou simplement l'oralité, le fait de parler, avec lesquels chacun et chacune sont plus ou moins à l'aise. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est de proposer aux personnes de se saisir du média avec lequel elles se sentent à l'aise pour s'exprimer. Ok, et du coup, dans ce que tu nous partages, je me demande si tu pourrais nous donner peut-être un exemple vraiment très concret de comment cela pourrait finalement se mettre en pratique, se mettre en place dans une réunion d'équipe peut-être. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, je sais pas, un sujet, à partir du moment où il y a un sujet qui va être abordé, la question elle va être mise au centre visuellement, et puis pour y répondre, chacune va pouvoir le faire finalement avec son média d'expression préféré. Est-ce que c'est ça là où tu voulais aller ? Oui, c'est ça. Par exemple, dans le temps de réflexion individuelle, on peut mettre à disposition du papier, des stylos, des feutres, et on va permettre aux personnes de dessiner ou d'écrire, ou bien simplement de réfléchir dans leur tête sans forcément noter ou dessiner. Et ensuite de s'exprimer à partir de ça, c'est-à-dire soit montrer leur schéma ou leur dessin pour expliciter leurs pensées, soit de lire le texte qu'elles ont écrit, ou tout simplement de parler à partir de ce qui leur est venu en tête, quoi. Ok. Et toujours pour nous raccrocher donc à ce sujet phare de l'inclusion, donc j'entends que c'est une pratique qui a pour visée d'être inclusive, et à la fois, voilà, si je me mets dans la peau de peut-être un ou une coordo d'équipe qui se dit mais en fait juste là on n'a pas le temps, en fait éventuellement je peux le faire une fois par an pour le séminaire, mais à chaque réunion peut-être ça paraît beaucoup. Qu'est-ce que tu pourrais répondre peut-être à ce frein exprimé ? Alors déjà, par rapport au fait d'avoir un temps de réflexion individuelle, ça fait gagner du temps au final, parce que les personnes ont le temps de formaliser leurs pensées. Après, le fait d'utiliser un média écrit ou un dessin ne prend pas forcément plus de temps. L'idée, c'est juste d'avoir un petit peu de matériel à disposition si besoin, ou que les personnes soient équipées d'un carnet quand elles viennent en réunion et qu'elles se sentent la liberté d'utiliser de la couleur, des feutres si elles le souhaitent. Mais voilà, c'est juste une invitation. En revanche, ça ne prend pas forcément plus de temps. Au contraire, je dirais que ça fait gagner du temps au final. Parce que quand chaque personne a déjà formalisé sa pensée, l'expression derrière est plus synthétique. Puisqu'on va éviter de parler en réfléchissant, on est déjà à peu près au clair avec ce qu'on va dire. Donc ça réduit le temps de parole au final. Ouais, vraiment. Et ok, c'est super chouette voilà, de pouvoir avoir en tête que finalement c'est prendre du temps pour en gagner derrière. Et aussi dans ce que j'entends, il y a cette dimension peut-être, dis-moi si je me trompe, mais de la diversité, et du coup d'une forme de richesse peut-être, où plutôt que d'entendre la première personne s'exprimer et puis de tirer son fil à elle, de pouvoir avoir peut-être des points de vue un petit peu plus exhaustifs. Ouais, complètement. À la fois, c'est ce temps de réflexion individuelle préalable, il permet ça, et à la fois la diversité aussi des médias, elle permet ça. Parce que peut-être qu'en dessinant, on va finalement exprimer des choses un peu différentes de si on avait écrit ou si on avait juste réfléchi dans sa tête sans prendre de notes. Parce qu'en dessinant, il y a une dimension sensible ou métaphorique qui peut s'exprimer, qui va amener de nouvelles idées à d'autres personnes derrière. Donc il y a aussi cette richesse-là, à la fois de permettre aux personnes de s'exprimer à partir de là où elles sont à l'aise, et à la fois de permettre des expressions peut-être un petit peu différentes, un peu décalées, un peu plus riches, qui nourrissent l'intelligence collective.
Trop chouette. Merci pour ce partage. Alors après ces 3 premiers sujets, donc les temps non productifs, l'équivalence de la parole, le fait d'utiliser voilà, des médias pour s'exprimer ou pour mieux comprendre, quelle serait ta 4e piste pour faciliter l'inclusion dans une équipe? Et bien, ce serait le vocabulaire inclusif. C'est-à-dire à la fois des mots compréhensibles par tout le monde et des termes qui permettent à chaque personne de se reconnaître, d'avoir le sentiment qu'on s'adresse à lui ou à elle. Donc des mots compréhensibles par tout le monde, c'est par exemple éviter le jargon d'un métier si on est dans une équipe ou un groupe composé de différents métiers. Je peux, moi, ne pas forcément comprendre tout le jargon du métier d'autres personnes. Donc, essayer d'avoir ces mots compréhensibles par tout le monde. Et puis, avoir des termes qui permettent à chacun, chacune de se reconnaître, d'avoir le sentiment qu'on s'adresse à lui ou à elle, c'est par exemple utiliser le masculin et le féminin. Dire par exemple toutes et tous plutôt que tous permet que les femmes présentes se sentent davantage incluses. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu as toi-même utilisé finalement voilà, comme une forme de définition pour un mot que tu as utilisé. Je repense à quand tu as parlé du méta tout à l'heure. Et je me dis que ça veut dire qu'il faut avoir une forme de conscience aussi du jargon, ou enfin ça peut être des mots, ça peut être aussi des sigles. Et donc voilà, soit peut-être volontairement le nommer juste après. Donc méta, et tu as expliqué ce qu'était le méta. Un sigle, puis expliquer le sigle en direct. Donc ça, c'est la première piste que tu évoques? Oui, c'est ça, ça va être soit d'expliciter tout de suite derrière si j'utilise un mot un peu spécifique, soit de remplacer ce mot-là par quelque chose de directement accessible. Ok. Bon, merci. Donc là, on est arrivé à la 4e piste. Il nous en reste encore 2. Quelle est donc cette 5e piste que tu aimerais évoquer autour du sujet de l'inclusion? Eh bien, c'est la notion de souveraineté des personnes, c'est-à-dire la liberté de faire ou pas l'activité proposée, la consigne, l'exercice, et de prendre ou pas un conseil. Donc, faire ou ne pas faire, ça peut être posé dans le cadre au début, le cadre, la bulle de confort, comme je disais tout à l'heure. Par exemple, en disant que c'est OK de garder le silence, de ne pas s'exprimer, tout en expliquant bien le sens de ce qu'on va faire, ce qui peut donner envie aux personnes de le faire. Et prendre ou ne pas prendre un conseil, c'est dans un moment, par exemple, d'entraide en équipe, comme le co-développement, mais ça peut être d'autres choses. Quand une personne demande conseil aux autres, ça peut être intéressant de poser au départ que la personne n'aura pas à justifier pourquoi elle ne prend pas tel ou tel conseil. On va s'intéresser à ce que la personne garde au final. Et pour favoriser ce sentiment d'être libre avec les cadeaux qu'on lui offre, les conseils, on peut inviter les personnes à parler en jeu en donnant des conseils, en disant « Moi, dans cette situation, je ferais plutôt ça », plutôt que « Tu devrais faire ça ». Et ça crée une certaine distance qui permet à la personne de prendre ou ne pas prendre un conseil plus facilement. Ouais, et du coup, déjà, ça clarifie, parce que quand tu dis, voilà, la souveraineté de la personne, ça pourrait être une forme de jargon. Donc, ce que j'entends, c'est que pour toi, la souveraineté, finalement, c'est une forme de liberté ou de libre arbitre presque d'une personne, voilà, dans une équipe, de faire ou ne pas faire les propositions qui sont faites. Et à la fois, tu disais qu'en expliquant, ça pouvait permettre aux personnes peut-être voilà, de comprendre le sens et d'avoir l'élan d'y aller, ou peut-être pas. Et aussi souveraineté et libre arbitre dans ce qui va être choisi d'être conservé dans les contributions qui pourraient lui être faites. Donc est-ce que c'est un peu ça, souveraineté, libre arbitre, c'est quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Si je sais que j'ai le droit de dire non, je dis oui avec plus d'assurance, quoi. C'est un vrai oui, quoi. Ouais, ça se rapprocherait presque de la notion de consentement, ouais, finalement. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, donc c'est finalement, encore une fois, créer les conditions d'un consentement qui soit vraiment voulu, souhaité. Exactement.
Ok. Et en cela, c'est finalement inclusif parce que voilà, chaque personne, qu'elle ait ou non envie de faire ou de prendre ce qui est proposé, peut vraiment s'autoriser à ne pas le faire ou à le faire. Donc c'est en cela que ça amène de l'inclusion. Et elle est accueillie dans cet espace collectif avec ça, quoi, avec son envie de faire ou de ne pas faire. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a quand même une grosse nuance avec peut-être ce qui peut parfois se pratiquer en équipe. Des fois, il y a des gens qui vont dire, ah bah oui, de toute façon, dans l'équipe, il y en a toujours une qui veut pas faire comme les autres, elle va dire non. Et du coup, c'est une personne qui va être un peu peut-être pointée du doigt parce qu'elle ne fait pas ou elle ne réagit pas comme les autres, elle va pas se conformer. Et là, dans ce que tu partages, finalement, c'est l'inclusion se situe dans le fait d'accueillir cette diversité et le fait que en fait d'autres personnes peuvent choisir d'autres voies de participation et c'est ok et c'est bienvenu. Oui, complètement, c'est ça. Trop chouette. Eh bien, on arrive tranquillement vers la dernière proposition que tu voulais nous partager. Oui, il s'agit de prendre soin de la dimension sensorielle. Ça va être par exemple l'espace dans lequel on va se sentir bien, la qualité de la lumière, voilà, qu'elle soit ni trop forte ni trop blafarde. Ça va être aussi le son, un espace qui résonne, ça va être difficile de se concentrer longtemps. Des bruits parasitants aussi. En particulier s'il y a des petits moments en sous-groupe, ça peut être compliqué si j'entends le groupe d'à côté parler. Voilà, ça réduit la tension. Et puis, toujours sur la dimension sensorielle, une réunion qui s'éternise avant le déjeuner, ça déconcentre sacrément parce qu'on a faim. Et donc, c'est aussi de prévoir des horaires adaptés et puis de les respecter pour que les gens se sentent en sécurité psychologique et physique, de savoir que leurs besoins seront respectés et peuvent rester engagés en fait dans le processus. Le soin à ces différentes dimensions sensorielles, de manière générale, ça inclut mieux les personnes qui ont des hypersensibilités, hypersensibilité au bruit, à la lumière. Et finalement, ça prend soin de tout le monde en fait. Et donc tu partageais aussi ces petits éléments sensoriels pour pouvoir... encore une fois, c'est vraiment un peu comme prendre soin des conditions qui vont permettre vraiment la participation de chaque personne et que c'est un peu comme ôter des barrières invisibles à la participation, que ce soit ce dernier point du sensoriel, mais finalement c'est, je trouve, aussi la même chose, ces barrières invisibles dans le cadre du vocabulaire inclusif, de ces médias d'expression, le fait d'avoir une équivalence de la parole, ou le fait de pouvoir déposer le matin ou de se reconnecter après un temps de pause. J'entends peut-être quelque chose un peu comme ça, je sais pas si ça résonne pour toi. Ouais, complètement. Et pour moi, ces 6 points-là, ils peuvent être lus à travers le prisme de l'empathie. C'est-à-dire se mettre à la place des personnes qui vont vivre la réunion, dans le cas où je la prépare, et puis même si j'ai pas le temps de la préparer, dans le cas où je l'anime, me mettre à la place des personnes qui participent à la réunion. Et la notion d'empathie, c'est une notion qu'on retrouve notamment en design, quand on va penser un service, penser un objet, penser une réunion, un espace pour les autres. On va se mettre à la place des personnes destinataires en fait. Ouais. Merci d'ajouter cet élément qu'effectivement il y a cette idée d'entrer en empathie aussi pour dans l'inclusion, ça résonne évidemment. Merci. Et du coup, avec finalement tous ces points, donc il y avait 6 points, mais quand même dans chaque point, il y avait des pépites précieuses. Et est-ce que tu aurais peut-être une piste d'un premier petit pas que pourrait faire une équipe pour se lancer dans un environnement plus inclusif ? Oui, moi je dirais que si vous êtes amené à préparer une réunion, même si vous avez très peu de temps de préparation, ça serait de choisir une ou quelques-unes de ces clés, de ces pratiques qui vous parlent, avec lesquelles vous êtes le plus à l'aise, et d'essayer de les mettre en œuvre sur un temps de travail collectif où il y a peu d'enjeux d'abord, pour voir ce que ça donne. Et puis, si c'est quelque chose qui change
quand même pas mal les pratiques où on va se dire tiens, tu fais quelque chose de nouveau, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est important d'expliquer pourquoi, quelle est votre intention en parlant en jeu. Et puis d'expliciter ce que vous avez à cœur de permettre avec ces pratiques un petit peu différentes, avec vos mots. Et à la fin de la réunion ou de ce temps de travail collectif, vous pouvez prendre un petit temps pour demander aux personnes comment elles ont vécu ce temps collectif et ce que ces changements de pratique leur ont permis ou ne leur ont pas permis. Et vous pouvez faire ça en tour de cercle, par exemple. Voilà. Commence qui veut, et puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. Avec une parole relativement brève, juste pour récolter un petit peu, et puis apprendre de ça, et continuer la fois d'après, peut-être ajuster un petit peu pour que ce soit plus approprié aux personnes. Et tester une nouvelle pratique en plus, si vous en avez l'élan. Ok, donc j'entends que finalement le premier petit pas que tu proposerais, ce serait que finalement chaque personne qui écouterait ça puisse choisir d'elle-même ce qui a résonné, ce qui lui semble peut-être le plus accessible. Ça peut être un élément, par exemple, se dire je choisis d'ajouter à une réunion, donc tu disais sans enjeu aussi, c'est ça qui est important, une réunion peut-être oui. Voilà, pas quelque chose de trop stressant, quoi, ouais. Pour commencer. Donc par exemple, je sais pas, une réunion hebdomadaire, je pense à ça et je me dis ça peut être juste tiens, je sais il y a tel sujet, peut-être on va se faire un temps de réflexion collectif, par exemple de 2 minutes chacun dans son coin. Ça peut être ça, ou ça peut être choisir de créer un espace de dépôt au début de la réunion, par exemple, pour se sentir plus inclus. C'est vraiment aller piocher parmi ce qui a été proposé, une première piste, et la mettre en œuvre, et derrière pouvoir demander du feedback, de pouvoir visibiliser ce changement et demander du feedback. Ouais, exactement. Et je pense que c'est important de commencer avec quelque chose avec lequel on se sent à l'aise, pour se sentir inclus soi-même dans cette démarche, en tout cas ne pas se sentir forcé de faire quelque chose, puisque l'enjeu c'est justement de ne pas être dans la contrainte, mais plutôt dans quelque chose de doux avec soi-même et de doux avec les autres. Ok. Bon, c'était vraiment très très riche, très dense aussi. Je pense que chaque thématique mériterait un épisode à lui tout seul. Et du coup, je me dis justement, si des personnes ont envie d'aller peut-être creuser plus loin, là où les pistes que tu as partagées, est-ce que tu aurais des ressources à leur conseiller ? En fonction des appétences, il peut y avoir différentes choses. La facilitation graphique, c'est quelque chose de très soutenant, par exemple, de pouvoir écrire ou dessiner de manière simple, en même temps qu'on élabore la pensée collectivement dans une réunion. Donc ça peut être une piste. Il y a plein de livres qui expliquent de manière simple comment structurer un petit peu la pensée de manière visuelle. Et une autre piste que je trouve vraiment intéressante à creuser, c'est la notion de dialogue. Et je sais qu'en fin de podcast, tu demandes souvent s'il y a une personne qu'on conseillerait d'aller rencontrer. Et moi, je pense à Nancy Braga, qui est une personne qui, moi, m'a beaucoup apporté en termes de compréhension de ce que c'est que le dialogue, vraiment s'écouter, vraiment dialoguer. Et je pense qu'elle en parlerait mieux que moi, mais creuser du côté de la notion de dialogue et du cercle de dialogue. Ouais, ok, donc merci, c'est précieux. Donc 2 pistes, j'entends, donc aller creuser du côté de la facilitation graphique, et aussi aller creuser du côté vraiment du dialogue en tant que tel, et tu conseillais de se rapprocher par exemple de Nancy Braga, qui peut-être viendra ici un jour. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de déclure ? Déjà, est-ce qu'il y a un élément brûlant que tu aurais envie de déposer avant qu'on clôture ? J'aimerais bien dire que ici j'ai partagé certaines pratiques, et c'est absolument pas une liste exhaustive, c'est quelque chose d'assez personnel, dans le sens où il y a beaucoup de pratiques qu'on retrouve par ailleurs, mais c'est
mes manières de considérer l'inclusion et de la favoriser dans mes pratiques. Il y a plein d'autres pratiques qui existent. Et j'aurais envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à se demander quand est-ce que j'ai senti que j'avais l'espace de participer. Donc, qu'est-ce qui m'a permis de me sentir incluse à ce moment-là. Et peut-être qu'elles trouveront d'autres clés, d'autres pratiques que je n'ai pas nommées ici, issues de leur propre expérience, et qu'elles auront envie de mettre ces clés-là au service des équipes auxquelles elles appartiennent. C'est génial, ça me donne déjà une piste pour le bonus, voilà, pour ancrer cet épisode-là autour de cette question, voilà, qu'est-ce qui m'a permis moi de me sentir pleinement inclus ou incluse. Et je me dis aussi que ce qui peut être intéressant dans ce que tu partages, c'est que là tu disais que c'était tes pratiques à toi que tu avais pu expérimenter, etc. Et du coup, je me dis que c'est aussi quelque chose qui pourrait peut-être être un temps en équipe, de se dire qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir ou de piocher parmi ces pratiques ou parmi de nouvelles pratiques pour s'offrir un espace de dialogue en réunion qui soit plus inclusif et ouvert. Ouais, c'est une très belle idée. Complètement d'accord. Trop chouette, merci beaucoup. C'était vraiment trop chouette de pouvoir parler voilà, d'inclusion et souvent l'inclusion, en tout cas moi de ma fenêtre, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap, mais c'est aussi voilà, l'inclusion de personnes plus vulnérables ou de personnes qui ne sont pas des personnes privilégiées. Et là, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement l'inclusion, elle se niche dans des tout petits moments et que pour se sentir inclus et pleinement accueilli, il y a des pratiques qui vont pouvoir soutenir ça, notamment au sein d'une équipe, et on pourrait l'élargir au sein voilà, d'une... je sais pas, moi je me dis d'un cercle familial, d'un cercle amical, il y a sans doute des parallèles possibles. Oui, dans nos relations de tous les jours aussi, ouais. Complètement. Alors merci beaucoup pour ça. Un mot pour finir? Merci beaucoup. Moi, je me suis sentie très, très incluse par ta présence, ta manière de mettre à l'aise, etc. Donc, voilà, je trouve que c'est chouette aussi de le voir incarné. Au-delà des pratiques très précises qui sont importantes et intéressantes, il y a aussi la manière de s'exprimer, la manière d'écouter. Et ça, c'est aussi des enjeux de posture au-delà des outils. C'est vraiment, je pense, l'épisode qui m'ouvre le plus de fenêtres possible. Ça me donne envie voilà, d'un nouvel épisode autour de cette question de la posture, d'incarner des choses. Et ça me fait me dire à quel point voilà, l'intelligence collective qui nous relie toutes les deux, c'est pas simplement une question de processus. Et tout ce que tu as partagé, ce sont des processus et du coup qui sont intéressants à vivre et à faire vivre de manière incarnée. Donc merci toi aussi de porter tout ça voilà, avec beaucoup d'élan. Et du coup, pour te retrouver, je mettrai les éléments dans la description. Agence Est-Ouest avec Stéphanie Kant. Merci Célia. Merci. À bientôt. À bientôt. Je suis Sarah Conègre. Vous venez d'écouter le podcast Inspiration Collective. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, partagez-le pour amener plus de soins et de collaboration dans le monde. À très vite.